Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans la 3e saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Vous allez découvrir le dernier épisode de 2021. Mais avant de laisser la place à ma conversation avec Lila, je tenais à vous remercier chaleureusement pour votre écoute du podcast, vos partages, vos messages qui me vont droit au cœur, et pour toutes ces émotions que partager avec vous ces échanges passionnants nous procurent. Si vous aimez ce travail, dites-le moi sur votre plateforme d'écoute préférée, en vous abonnant, en mettant 5 étoiles au podcast et en laissant un commentaire. C'est par ces actions que le podcast est visible. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire, c'est précieux. Pour ce dernier épisode de l'année, je vous emmène à la rencontre de Lila Cousin, qui a créé Mini Bandit. Elle se définit comme une dénicheuse de pépites vintage pour bébés, a développé un univers textile doux et fleuri qui entourera de douceur vos petits bouts et leurs poupées. Lila nous parle de son adolescence sous le soleil et la beauté des paysages de Tahiti, de ses études à l'IESEG et de l'arrivée de sa fille Eve, qui a été le déclencheur pour créer son activité. Lila nous dévoile aussi le derrière d'Instagram, les conséquences des changements d'algorithme pour ceux qui, comme elle, ont construit leur développement sur la plateforme. Elle se livre enfin sur ses envies pour Mini Bandit. Avec Lila, nous avons parlé d'audace, d'indépendance, de beauté, de douceur, de communauté et de savoir sans cesse se réinventer. Merci à Elisa du magnifique compte Et Dieu créa de m'avoir permis de découvrir Lila et à Valentine de Wool & Babies de nous avoir mis en contact. Ce que partage Lila dans cet épisode enchantera votre semaine, alors bonne écoute. Bonjour Lila. Enchantée Claire. Alors je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans La Boussole. Donc Lila, tu as fondé Mini Bandit Vintage, alors que moi j'adore. En plus j'ai passé ma première commande il n'y a pas longtemps. Tu m'as même apporté le petit nid d'ange trop mignon pour les petites poupées de ma fille. Alors je te propose peut-être d'abord de te présenter si tu veux bien. Avec grand plaisir. Alors moi c'est Lila, j'ai 35. Ça y est, je viens d'avoir 35. J'ai fait une grande école de commerce, j'ai fait l'IESEG à Lille, du coup il y a quelques années. Ça remonte, on va pas tout compter. Voilà, et j'ai créé mon entreprise par hasard. En fait, je ne savais pas du tout quoi faire. Je suis sortie des études et c'était le vide. Vraiment, il n'y avait rien qui me plaisait et on a eu un bébé. D'accord. On a eu Eve et quand j'ai eu Eve, en fait, je n'ai pas réussi à être une maman parfaite et idéale, c'est-à-dire que c'était un bébé qui pleurait tellement que j'avais besoin de beaucoup de calme. Et en fait, j'ai commencé à chiner du mobilier et à le restaurer dans mon grenier pour avoir du calme, pour réussir à décompresser et c'est ça qui m'a lancée. D'accord. Et donc, tu as fait une grande école de commerce. Qu'est-ce qui t'a amené à faire IESEG, si on remonte un petit peu ? Alors, moi, ce que j'aimais dans les écoles de commerce, c'est de pouvoir voyager, c'était de rencontrer du monde, en fait. J'adore ça et de parler plusieurs langues. Donc, je suis partie au Pérou. On a beaucoup voyagé aussi quand j'étais ado. Mmh. Et pour moi, c'était la voix qui me parlait le plus. D'accord. Mais je connaissais pas les débouchés, je connaissais rien en économie, vraiment. Mais j'ai adoré mes études, vraiment, aucun regret. Mais à la sortie, j'arrivais pas à me trouver une case. Ouais, tu voyais rien qui te correspondait, absolument qui te plaisait. Rien qui me correspondait. J'aimais pas avoir de patron, j'ai jamais aimé. Et en fait, ça s'est vraiment ouvert à moi. Je suis rentrée dans le vintage, j'ai adoré ça. Mais je connaissais rien, encore une fois. Donc j'ai tout appris toute seule dans mon petit grenier, au calme. Et c'était assez fou. En fait, au début, c'était apprendre à peindre. D'accord. Donc, je ne savais pas peindre, j'ai bien appris. Et mais puis, du coup, même peindre sur du mobilier, c'est pas pareil que de peindre sur et puis je connaissais mur, vraiment quoi. rien. Même les murs, j'y connaissais rien du tout. Mais du coup, j'ai commencé là-dedans. J'ai vraiment adoré. Après, je suis rentrée dans le rotin quand c'était la période où on n'en trouvait pas beaucoup. Et là, je me suis dit, faut que je me mette à la couture. Parce que je voulais vraiment coudre des contours et c'est comme ça que j'ai acheté ma première machine de chez Brother, le tout premier prix, qui marche toujours très bien.
Ouais, c'est plutôt efficace. J'en ai une aussi, une browser qui marche magnifique. Et du coup, je me suis lancée comme ça et c'est vraiment... c'est presque du hasard, en fait. Je suis arrivée sur Instagram et ça m'a propulsée aussi, on va pas se le cacher. Et voilà. Et maintenant, j'ai beaucoup diversifié. J'adore ce que je fais. C'est une vraie passion. C'est un métier passion et du coup, tu imagines tout toi-même. Enfin, tu crées... parce que du coup, il y a à la fois un volet mobilier, chiné. Ouais, moi, c'est tout un univers. En fait, à chaque fois qu'on me demande de me définir, c'est compliqué parce que je ne sais pas quoi dire. Je suis entre de la brocante, donc je vais chiner, mais souvent, il y a beaucoup de restauration. Enfin, voilà. Je suis entre de la couture, de la création. Enfin, c'est tout un monde. C'est un mix. En fait, c'est ton univers, quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, j'ai toujours du mal à dire ce que je fais vraiment parce que c'est pas de la brocante pure et dure, c'est pas de la création non plus. C'est ma vision. Voilà. Et donc, tu dis... tu disais que tu t'es lancée finalement. Donc, quand tu fais tes premiers restaurations, rénovations en fait, de mobilier que tu as trouvé, et en fait, comment tu décroches tes premières ventes ? Comment ça se passe ? Tu te rappelles ? Alors, c'est rigolo parce que ma toute première cliente, en fait, c'est devenue une créatrice du Nord aussi qui fait des choses absolument incroyables. Et c'était via Le Bon Coin. Okay. À l'époque, j'avais mis un coup fin avec la couture la plus immonde du monde. Mais en fait, comme elle savait bien reprendre, on a bien rigolé et c'est venu comme ça. Au tout départ, c'était via Le Bon Coin. Et puis après, c'était via Instagram. Et puis, je me suis bien perfectionnée. Je cherchais toutes les normes des produits pour que vraiment ce soit parfait. Parce que dès qu'on met le pas dans le monde de l'enfance, tout est normé et c'est important de faire très attention. Pour tout ce qui est la sécurité, etc. Ah oui. Ouais. Et du coup, ma toute première vente, c'était comme ça, via Le Bon Coin. Ok. Et après, donc, sur Instagram, comment ça s'est passé ? Tu publiais des photos, un peu de ce que tu faisais. Enfin, ça marchait comment ? C'est ça, au tout départ, c'était vraiment que des photos. Il n'y avait même pas les stories, il n'y avait pas d'option. Et en fait, j'ai publié photo après photo, tout simplement. Et puis, l'engouement est arrivé. J'avais du monde qui cherchait du coup des pièces vintage. Et ça s'est fait comme ça, en fait. D'accord. Moi, je dois beaucoup à ce réseau, parce que sans lui... c'était compliqué. Oui. Et donc, tu as dû monter ton site internet. C'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école, carrément. Enfin, moi, j'ai fait une école de commerce aussi. C'est pas des choses qu'on nous apprend à faire. Surtout au moment, moi, j'ai 38 ans. Donc, il y avait déjà l'Internet, il y avait déjà l'e-commerce, mais ça n'avait pas la puissance de maintenant. Et donc, on t'apprend absolument pas à faire des choses comme ça, qui pourtant, c'est quand même bien utile de savoir faire. Je ne sais pas si depuis ça a changé. Probablement. Mais du coup, toi, comment t'apprends sur le tas ? Tu fais appel à quelqu'un ? Ah non, alors là, je me sentais vraiment pas la force de faire quelque chose. J'ai fait appel à un étudiant de l'IESEG à l'époque. D'accord. Donc, il a créé un premier site et il était bien, mais pas très référencé. Et j'ai rencontré une personne sur Insta qui fait de la brocante très chère à mon cœur, qui m'a dit mon chéri, il fait des sites absolument extraordinaires avec un super référencement. Et là, j'ai dit ok, j'y vais. D'accord. Donc à chaque fois, j'ai délégué cette partie. Mais malgré le fait qu'on délègue, il faut savoir comment comment se tu mets à jour aussi du site, comment on fait les fiches produits, comment on se met à jour, quels mots-clés, quel ceci. Donc en fait, on apprend tout le temps. Et moi, ça, j'adore tout le temps être dans l'apprentissage. C'est ce qui me fait avancer, en fait. C'est ce qui me fait vibrer, même si cette partie-là, je suis vraiment pas la meilleure. Je le fais, je fais tout bien. Je suis une bonne élève, mais il m'a fallu du temps pour que tout roule parfaitement. Mais non, cette partie-là, j'aurais jamais pu la faire. C'est trop spécifique, je trouve. Oui, c'est pas évident faut déléguer dans le budget qu'on peut investir parce que ça peut vite monter. Mais il faut déléguer, je trouve. C'est un métier à part entière. Et... Oui, surtout si tu veux que ça ressorte bien, les recherches et tout. Voilà. Je fais des recherches parfois, voir si je ressors. Tu mets tes petits mots-clés et tout. Je tape, je fais des recherches images et puis je me dis, est-ce que je sors Est-ce que j'ai bien travaillé Et non, je le fais souvent. D'accord. Et après, donc tu mets tes photos sur Instagram, et tu vois ta communauté qui grandit, parce que maintenant tu as quand même une communauté plutôt sympathique, autour de toi.
Et comment en fait elle se construit finalement? Elle s'est faite vraiment au fil de l'eau comme ça? Ah oui, en fait moi je l'ai jamais... j'ai jamais fait très attention à ça. Pour moi, qu'on ait 1000 pépères ou 150 000, c'est une personne en fait. J'ai jamais fait trop attention à ça. D'accord. Je laisse les gens venir. Après, je suis très heureuse, vraiment, je suis trop heureuse de les avoir, mais c'est pas un aspect qui me booste vraiment en fait. Je sais pas comment dire. Oui, c'est pas pour toi la taille de la communauté, ça compte pas vraiment. Finalement, c'est plus l'engagement des personnes au final. Oui. Ouais. Et puis de rencontrer des gens sympathiques, des clients avec qui ça se passe bien. Moi, j'adore ça. Et après, toi, du coup, tu fais ça toute seule ou de temps en temps, tu as un petit peu d'aide? J'ai un petit peu d'aide parce que, au départ, j'ai commencé vraiment toute seule et j'ai vite développé des problèmes de dos. Pour tout vous raconter, entre la couture et les restaurations, c'est physique et moi, je suis pas taillée pour ça en fait. Et du coup, j'ai un petit peu d'aide d'une amie, surtout pour la couture, pour la posture, mais je fais toujours absolument tous mes prototypes. Et puis, je fais des coutures aussi quand je me sens bien, c'est moi qui prends la main. Mais dès que je vois que le dos est faible, je passe un peu la main. Oui, pour t'économiser, toi. Après, moi, c'est une petite production. Et au fil du temps, j'ai appris que je voulais être petite et que ça m'allait très bien comme ça. Donc, je suis pas tout le temps devoir coudre. Voilà, c'est tranquille. Ça me permet de faire plein d'autres projets. Là, je suis arrivée dans le monde des poupées. Je m'éclate. Et c'est vraiment une petite fabrique. Et c'est ce que j'aime, en fait. Oui, c'est chouette. Ça reste à taille humaine, quoi, du coup. Totalement. Parfois, j'ai même des clientes du Nord qui viennent à la maison. C'est chouette. Bah oui, ça rapproche finalement les personnes et puis t'es pas juste devoir délivrer. Tout le temps les colis. Mais moi, mon rêve, ce serait d'avoir une petite boutique à Lille, mais je pense que ce sera pas trop possible. Ouais, c'est vrai, t'as quand même le temps de vente par rapport au... C'est compliqué de gérer les deux. Mais c'est vrai que dans l'idée, un beau petit magasin avec... moi, je papoterai tout le temps avec tout le monde en même temps. C'est pour ça que tu vas aussi dans les magasins, c'est quand même pour aussi rencontrer surtout des boutiques un peu de créateurs, etc. C'est ça qu'on veut voir la patte en fait, un petit peu. Et après j'ai vu donc tu fais des ventes aussi de temps en temps. Ça, comment tu te prépares? Parce que j'imagine qu'il te faut quand même un petit stock. Comment tu gères ça quand tu fais participer à des ventes de créateurs, par exemple, ou le salon? Ouais, des salons. Tout salon de Noël, par exemple. Ça a été une sacrée aventure. C'est la première de l'année parce que je trouvais que sur les réseaux, on vendait vraiment moins bien qu'à l'époque. Ouais. Et je me suis dit, je veux rencontrer les gens, je veux quelque chose de local et de palpable. Et du coup, ça a été une aventure. Je pensais pas que créer même un événement à toute petite échelle, c'était autant de travail. Ouais. Donc, il faut savoir qu'on a voulu végétaliser la salle. J'ai beaucoup coupé de la pampa, des hortensias un peu partout. Il faut faire sécher. Donc, il y a vraiment eu en amont un travail incroyable. Et puis, trouver aussi toute l'équipe de créateurs, que tout aille bien ensemble, que la salle soit belle, harmonieuse. C'est une casquette que je me suis mise il y a quelques temps. Pas à regret, mais c'était... C'était lourd quand même, c'était très lourd à porter. Et je pensais pas du tout. D'ailleurs, j'ai débriefé avec Clémentine de la Kids, etc. là-dessus, pour la féliciter, parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, quand on crée un événement, il faut faire venir du monde, il faut vraiment que tout soit harmonieux. Avec le Covid, en plus, il faut tout gérer. Les passes, absolument tout, que tout aille bien. On se sent très responsable, parce que si personne vient, voilà. Ouais. C'est un petit peu dur à porter. Et puis moi, je voulais des animations. Donc, on a eu Père Noël, danse de Tahiti, parce que ça, c'est mon passé. Et ça a été franchement une sacrée réussite pour une première fois. Après, il y a toujours à améliorer. Mais là, j'ai rencontré des gens. J'ai fait des ventes en physique et ça m'a vraiment plu. C'était chouette. Puis, tous les créateurs, c'était génial aussi de les rencontrer. C'était une vraiment belle expérience. Après, c'est beaucoup de travail en amont. Beaucoup. Ouais, je veux bien croire. Oui, de tout préparer et d'avoir on va dire un niveau aussi de produits à vendre qui permettent de tenir sur la durée, quoi. C'est ça. Et puis les gens du coin nous ont dit mais c'est pas du tout le marché de Noël qu'on voit habituellement avec des pommes de pin, quoi. J'avoue, c'était très beau. Ah écoute, super. Non, on le refera. Je pense qu'on va le refaire l'année prochaine, mais différemment. Enfin, plus de personnes avec des tâches définies, ça m'évitera de finir avec un limbago.
Après, il faut faire une première fois pour voir. Ah oui. Ouais. Ah oui, non, mais je suis très contente d'avoir fait ça. Après, vraiment, maintenant, j'ai un autre regard sur les personnes qui créent des gros événements à Paris. Enfin, je vois les choses différemment, ça, c'est clair. Et on parlait juste avant de lancer l'enregistrement du moment où moi, en fait, j'avais connu ta page sur Instagram. C'était un moment un peu difficile pour toi où, enfin, du coup, c'était évidemment Elisa de Ediocria qui avait repartagé une vidéo que tu avais faite au moment où changement au niveau de l'algorithme d'Instagram, voilà, comme il y en a de temps en temps, et qui avait eu un gros impact sur toi, ta visibilité, et qui mettait du coup en difficulté ton activité. Et toi, du coup, comment t'as vécu cette période où t'as été très repartagée? Enfin, comment t'as vécu ça? Alors, avant, c'était une période de doute. Je comprenais pas du tout ce qui se passait parce que, comme je disais, moi, mon activité, d'ailleurs, c'est un mal ou un bien, enfin, c'est basé que sur un réseau social. Et c'est vraiment là que je m'en suis rendu compte. Jusqu'ici, pendant des années, tout roulait, les commandes. Donc, on a l'impression que enfin, tout va bien. Que tu as un peu d'indépendance, en fait, au final. C'est ça. Voilà, j'étais fière de ce que j'avais créé, de tout. Tout roulait, j'avais le petit salaire, tout était parfait. Et là, en mai, plus rien. Mais vraiment, ça a été divisé par 10. Ouais, mon chiffre d'affaires mensuel. Donc, c'est pas par 2, c'est pas par 4, par 10, on se pose vraiment des questions. Donc, j'ai partagé cette vidéo en me disant, c'est vraiment la vidéo de la honte. C'est oser dire qu'on vend pas. Et je voyais toujours mon papy qui me disait, Lila, il était commerçant à Berck-sur-Mer, et il me disait toujours, faut faire semblant de vendre. Et en fait, j'ai appris à vendre avec lui à l'époque. Et je me suis dit, mais papy, je pense que tu as tort. En fait, je vais partager cette vidéo et tant pis si c'est la honte. Et en fait, ça a fait l'effet inverse. Et quand je l'ai postée, j'ai pas osé la regarder avant le lendemain matin pour dire. Et en fait, le lendemain matin, j'ouvre et là, je vois 120 000 vues de ma vidéo, des partages partout. Même Louane m'avait repartagé. C'était incroyable. Et en fait, j'ai eu une chaleur humaine vraiment incroyable. Et je m'y attendais, mais pas du tout. Du tout. Et puis du coup, après ça, je me suis posé vraiment plein de questions à comprendre pourquoi je vendais plus. C'est des mois compliqués pour beaucoup d'entre nous, je pense. Et c'est un petit peu reparti, mais c'est pas un commerce habituel, ça c'est sûr. Ouais, du coup, t'es pas revenu à tes niveaux d'avant. Pas du tout. Du coup, je suis tout le temps dans l'innovation. J'essaie de trouver des produits d'appel qui vont plaire pour Noël, dans des budgets vraiment avec le minimum de bénéfices pour moi. Tout ce qu'on m'a pas appris en école, mais c'est pas grave. J'essaie de m'en sortir. Et je pense que c'est aussi lié au réseau, vraiment, qui fait des siennes, eux, ils ont propulsé des gens pendant des années. Maintenant, ils veulent un retour sur investissement. Donc, ils veulent qu'on paye pour qu'on se sponsorise et qu'on soit vu. Et c'est plus du tout le Instagram du départ. Ça n'a plus rien à voir. Oui, donc finalement, c'est plutôt les grosses marques qui vont être avantagées. Enfin, ceux qui ont, en fait, entre guillemets, les moyens ou l'envie de sponsoriser leurs posts, etc. Ah, totalement. Pour moi, le Instagram gratuit, c'est fini. C'est vraiment fini. C'est maintenant, faut sponsoriser. Mais je pense que je vais y passer. J'ai longtemps voulu ne pas le faire en me disant que j'allais réussir comme avant, mais non. La vérité, c'est non. Et après, du coup, toi, t'as pas envie de développer, par exemple, une communauté. Enfin, quelque part, t'as des clients qui te passent des commandes, donc t'as des adresses mail, en fait, au final, des gens. Et de te dire, finalement, je sors... parce que c'est une réflexion que j'avais eue avec d'autres créateurs qui disent, finalement, moi, j'essaye un peu de sortir d'Instagram en ayant ma base email et en faisant une newsletter, par exemple, ou en envoyant des petits messages. Je sais pas, est-ce que tu le fais déjà? Alors, moi, ça, j'y avais pensé parce que c'est la base du marketing, en fait. Mais je voulais savoir légalement, enfin, je me suis pas encore rencardée, comme d'habitude, pour savoir si légalement, j'ai le droit de prendre leurs adresses mail, s'ils ont été clients, pour leur diffuser une newsletter. Et cette réponse, je ne l'ai pas encore, donc j'attendais. Mais c'est pour ça que moi, je vais vraiment... Là, j'essaie d'être sur toute la carte. C'est-à-dire, j'ai essayé TikTok. Ah ouais, j'y suis. Bon, j'ai pas encore compris la culture, hein, c'est pas grave. Mais j'y suis. Il faut mieux y être que pas. J'essaie plein d'autres réseaux. J'arrête de penser que Instagram parce qu'ils nous lâchent. J'aimerais bien aussi faire des petites réunions chez les gens. Je sais que ça se fait déjà beaucoup en métropole lilloise. Une sorte de réunion, je crois, comme il y a longtemps. C'est ça. Comme nos mamans. Et en fait, revenir à un marketing bien plus traditionnel, plus posé. C'est ce que j'ai cherché avec mon petit marché de Noël. Et c'était une réussite, c'était vraiment chouette.
Donc non, moi je sais que je sors de ce réseau. Vraiment, c'est chronophage, on passe des heures et des heures à montrer toute notre vie, à ce qu'on fait. Ouais. Mais en fait, on se rend pas compte que quand on coud, en fait, on va que coudre. On peut pas être là, à faire des stories, à montrer ce qu'on coud, à parler. Enfin, c'est pas bon dans le travail parce qu'on n'a plus le temps après, en fait. Bah oui, tu fais que de t'interrompre, en fait, finalement. Donc non, moi j'ai pris beaucoup de recul avec ça, vraiment. J'en suis un petit peu sortie. Après, ça me fait plaisir d'animer, de parler de plein de choses. J'aime bien parler avec ma petite communauté. Mais niveau vente, faut se diversifier. Faut aller ailleurs. Faut vraiment... faut plus compter que là-dessus. C'est plus du tout quelque chose qui propulse. C'est fini. Ouais, c'était avant, quoi. C'était avant. Bah, c'était bien. Franchement, c'était trop chouette. Ouais, mais après, c'est que c'est un moyen de se développer plus facilement, de gagner du temps. Et du coup, comme quand on lance son activité, le temps, c'est aussi de l'argent, même si ça fait cliché de le dire. Mais, c'est vrai. Mais d'un autre côté, quand tu es propulsé, quand tu as de la visibilité, que tu vends plus vite, voilà, tu grandis plus vite aussi, quoi. Et puis, c'était pratique parce qu'en fait, on avait un bon contact avec le client. C'est pas qu'il va passer commande sur le site et on voit un nom, un prénom, une adresse. Là, c'est chouette. On pouvait discuter un petit peu en message. On montrait la chambre. C'était vraiment du partage et non, je pense que là vraiment, cet Instagram actuel, soit on paye et on y arrive, on continue à être visible, on a du monde qui arrive, soit on vivote, quoi. Ouais. Ouais, carrément, je comprends bien. Et après, donc toi, tu as aussi, du coup, tu parlais d'Ève, donc tu as deux enfants. Et est-ce que tu arrives à trouver un équilibre finalement parce que et quand on est créateur, ça demande aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, d'engagement. J'ai aussi 2 enfants, donc je vois bien le temps que ça peut représenter. Là, comment tu arrives à équilibrer ça ? Ça a été très compliqué. Au départ, j'avais pas d'équilibre parce que je voulais tellement créer ma boîte que je voyais que ça. Et puis, comme je disais, Ève était vraiment un bébé qui pleurait tout le temps. On trouvait pas, on était jeunes parents, on n'avait pas la clé. Enfin, c'était une catastrophe. Et donc, je me suis vraiment mise à fond dans mon activité pour souffler un petit peu. Bulle d'oxygène un peu, ouais. Et puis, quand Isaac est arrivé, c'était un bébé tout doux, c'était tout l'inverse. J'ai compris le mot, la maternité, c'est que du bonheur. Là, ça y est, je l'ai compris cette fois-là. Donc, j'étais contente. Et puis, avec lui, tout a roulé, en fait. L'équilibre s'est fait, mais moi, c'est vrai que j'ai toujours donné une priorité à ma famille. Ça a toujours été ça. Enfin, mes bébés, ça passe avant tout. Et donc, je me suis dit que j'allais plus prendre le temps de faire les choses. Et là, aujourd'hui, donc Ève a 8 ans, Isaac a 5 ans, je suis totalement posée. J'ai appris aussi à déléguer certaines choses, prévoir un petit peu de stock, mais pas trop, parce qu'on ne sait jamais trop ce qu'on va vendre. Ouais. Et maintenant, je le fais à mon échelle. J'ai un bon rythme, c'est tranquille, ils sont à l'école la journée, donc déjà la journée, je travaille. Et quand je vais les chercher, c'est la pause. Après, maintenant, moi, ils sont beaucoup plus autonomes à cet âge-là. Ils se lavent seuls, ils font plein de choses tout seuls. J'ai un regard, mais c'est pas comme avoir un bébé, quoi. Ouais, c'est sûr. La période bébé, c'était difficile, très très difficile. Mais parfois, c'était à épuisement que je faisais mon activité. Ouais. Mais j'ai jamais rien lâché. Non. Après, d'un côté, tu devais aussi, si tu vois que les commandes arrivent, tu te dis aussi, je veux délivrer les choses. Après, je me dis toujours, on peut réguler. Quand on voit qu'on est submergé, il suffit de mettre les unités à 0, de faire un break, faire une pause. Moi, je sais que je prends jamais trop, parce qu'après, ça me rend malade, on va mal coudre, on va mal faire le produit, c'est pas le but. Je régule. Donc, quand je vois qu'il y a par exemple, trop d'attentes, moi, je sais que j'hésite pas du tout à mettre mes stocks à 0. Ça fait une pause, je régule et hop, après je remets des unités. D'accord. Je fais souvent comme ça, ou je fais du stock un petit peu. Mais après, ça peut rester sur les bras, en fait, on sait jamais trop. Ouais, ce qui va plaire exactement. Mais non, moi, je suis contente. Je suis arrivée à un équilibre, mais j'ai mis 8 ans. Est-ce que tu as un produit, par exemple, dont le succès t'a surprise, toi ? Un truc où tu t'y attendais pas trop, tu t'es dit, en fait, c'est fou. Là, je vais réfléchir pour le coup. En fait, moi, j'ai commencé avec un marketing bizarre, c'est-à-dire que j'avais qu'un seul produit. C'était le couffin en rotin avec le tour. C'était ma petite marque de fabrique. Et puis après, il y avait beaucoup moins de rotin, à chiner, je veux dire. Les marques sont arrivées, en ont refait, donc ça nous a plombé. Il a fallu trouver d'autres choses. Donc, j'ai diversifié totalement. Ouais. Les poupées, maintenant, j'adore. J'ai fait des petits draps housses, des housses de couette. Et puis là, je sais que je vais virer dans la déco, totalement, pour l'année qui arrive.
Mais un produit qui m'a surpris, non, je vois pas pour le moment. Ouais, globalement, t'as jamais... Enfin, t'en as pas un truc où tu t'es dit... tu pensais pas que ça se vendrait comme ça, et en fait, ça a mieux marché que ce que tu pensais. J'aurais tendance à dire les produits de Noël, mais après, c'est pas que je suis étonnée, c'est que je veux tellement que ça marche que je mets tout là-dessus, et chaque Noël, je sors un produit qui est pas comme celui du Noël précédent, comme ça les mamans qui ont déjà acheté l'an dernier, elles peuvent avoir la gamme. Ouais. Ça c'est un petit à chaque fois, mais je parle que de ça pendant un mois, quoi. Mais ça, oui, ça c'est mon petit produit qui marche. Mais je sais pas du coup si ça me surprend, parce que je suis tellement à parler que de ça que... Ouais, genre là, cette année, il y avait les petits nids d'anges. C'est ça. Je t'en ai acheté un, d'ailleurs, Ouais, voilà. Merci. C'est ça, souvent. Là, mais je m'y attendais un petit peu, parce que je parle que de ça. C'est vrai. C'est un peu abusé, même. mais après, du coup, au moins, on les a en tête, tu vois. Moi, c'est au bout de peut-être la 3e ou 4e fois que t'en parlais, que, tu vois, je me suis dit à un moment, je fais, bon, allez, c'est vraiment trop mignon. Je vais en acheter un, quoi. Ça va plaire à ma fille. Ça, c'est voilà. le petit truc, mais vraiment, c'est sans surprise, parce que je parle que de ça. Ouais, mais tu vois, ça marche, en fait, au final. Ça marche. Quand t'es présent dans la tête des gens, bah, les gens, ils pensent à toi, ils se disent, ah bah ok, tel truc, finalement... J'en suis même arrivée à les disposer d'une autre façon. Une fois, je les mets à plat, une fois, je les fais pendre, je change, une fois, je mets une poupée, ouais. C'est vrai, ça, j'avais vu ça. Tu les mets en cercle, tu changes. Ouais. Je change. Mais je dirais que c'est mes petits produits de Noël, mais je mets tellement tout dessus que... Mais après, c'est une période importante aussi, de façon générale, pour les créateurs. La période des fêtes, voilà, c'est quand même un moment essentiel. Faut pas la louper. Hein. Je l'ai loupé des années, je faisais rien, et je me suis vite... Ouais, au début, tu faisais rien de spécial ou... Ouais, d'accord. En fait, au début, j'avais vraiment une marque, c'était le berceau et le tour de lit. Voilà. Et longtemps, ça a marché comme ça, parce que on n'avait pas de berceau en rotin. Ils n'étaient pas refaits, donc j'avais un produit rare qu'on s'arrachait. Et les tours de lit dans les berceaux, on n'en voyait pas, en fait. C'était des habillages à l'ancienne qui recouvraient, enfin, rien à voir. Ouais, c'était pas hyper joli, quoi. Mais au bout d'un certain temps, on n'est plus du tout le premier qui a fait ça. Faut vraiment se renouveler, quoi. Donc, Et où est-ce que tu vas chercher l'inspiration, du coup ? Noël, c'est simple, c'est les poupées. Mais là, il faut que je développe aussi quelque chose pour les petits garçons, parce que je me rends compte que j'ai rien pour eux. Enfin, il y en a qui jouent à la poupée, mais... Donc Noël, à chaque fois, j'essaie de trouver un produit qui demande pas trop de temps pour coudre, parce que ça, c'est important. Qui est aux normes, ça, c'est important. Qui est beau. Et cette année, en fait, l'histoire, c'est que mon stock n'est jamais arrivé. Donc j'ai commandé mon stock comme l'an dernier. Je faisais des petits couffins en palme, et ils viennent du Maroc. Il s'est jamais arrivé. D'accord. J'ai attendu 3 mois, et au bout de 3 mois, donc là, il y a début décembre, je me suis dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose, parce que j'allais perdre Noël. Et je me suis dit, bon, une turbulette, mais moi, je ne suis pas couturière. Donc tous mes prototypes sont faciles à coudre, en fait, parce que je n'ai pas du tout fait ces études. Et je me suis dit, la turbulette, il y a quand même des découpes, il faut aller trouver des patrons, et je me suis dit, un nid d'ange, c'est magnifique. Et c'est beaucoup plus simple à coudre. Simple à faire, ouais. Donc j'ai fait 20 essais, et puis voilà. Et je me suis dit, j'y vais, j'ai pris mes tissus que j'adore, et puis c'était parti. Mais à chaque fois, moi, c'est la simplicité. Ouais, faut que ça soit facile à faire, pour pas que ça te demande trop de temps. Ah ouais, non. Et puis pas trop de technicité. Enfin, il y a beaucoup de choses que je sais faire, mais une couturière, c'est... Voilà, moi je le vois tout de suite, hein. Pas que je couse mal, loin de là, hein, au contraire, mais il y a des finitions, il y a des choses où tout de suite on peut voir, en fait, le travail de quelqu'un qui a fait les études. Oui. Et à un moment, tu parlais de Tahiti. T'as grandi là-bas? Oui. D'accord. En fait, dès 12 ans, je suis arrivée à Tahiti parce que mon papa était muté là-bas. Oui. Donc en 1 mois, on est parti de Berck, on est arrivé à Tahiti. C'est fou, ça. Ah ouais, c'était incroyable. Et t'es resté longtemps là-bas? 5 ans. Ah, et ça m'a totalement impactée. Bah oui, à 12 ans, t'es grand. Enfin, t'es déjà grande. C'est pré-ado, quoi. Ouais. Toute mon adolescence, c'est le lagon, et ça se retrouve beaucoup dans mes créations, je trouve. Il y a des fleurs, j'ai souvent des fleurs dans les cheveux, et il y a des cocotiers, j'ai beaucoup de tropiques, en fait, dans mes tissus. J'adore. J'adore. Il y a beaucoup de couleurs, c'est vrai que c'est un univers coloré. Et ça t'a fait quoi quand t'es revenue, du coup, en métropole après? Alors, je suis revenue au lycée.
en première. Ouais. Moi, c'était la dépression. Peut-être pas dépression, mais j'ai pris 10 kilos, c'était la déprime. Hein. Bah, tu passes d'un environnement quand même paradisiaque, un climat rien à voir. Et puis à cet âge-là, les amis, c'est pour la vie en fait. Bah oui, puis après tu t'en vas, c'est peut-être hyper loin, donc ouais, compliqué. Et puis par rapport, quand on a 3 ans d'écart, mais à ce moment-là, tu vois, maintenant, je pense que tu pourrais garder des contacts beaucoup plus facilement avec les réseaux sociaux, les FaceTime, les machins. Alors que là... C'était des lettres, j'ai pris plein de lettres des copines encore, hein, j'ai tout gardé. Et non, ça a été très très dur de revenir, mais après c'était les études supérieures, ça s'est vite enchaîné en fait. Et puis j'ai mon frère qui vit toujours, donc tous les jours Ève me parle d'aller à Tahiti. D'accord. Et je sais que là ça y est, on a pris la date. Et j'emmènerai ma petite communauté avec moi, pas pour de la couture cette fois-ci, mais pour autre chose. Et moi c'est ma vie là-bas, c'est une part de moi quoi. Comme j'ai aussi la Côte d'Opale dans le cœur, attention. Oui, c'est quelque chose, et puis ça m'a beaucoup impacté. Là-bas, ils créent des couronnes, on les voit tout le temps en train de créer des choses. Et moi, on m'aurait mis en sortant de l'IESEG, jamais j'aurais dit que j'allais créer des choses. Jamais. Ouais. On m'aurait demandé, je ne savais pas ce que je voulais faire, mais créer, non. Ça ne m'était même pas passé par la tête. Oui, tu pensais pas avoir le talent ou l'envie pour... Aucun, mais non. Mais j'aime bien me mettre des challenges. La couture, c'est un challenge, apprendre à coudre. J'ai mis des heures et des heures et des heures à passer le fil pour y arriver. Bon, maintenant, évidemment, je sais le faire, il faut autre chose. Nouveau défi. C'est ça, j'en ai besoin, c'est comme ça que je fonctionne. Mais après, j'y vais cool parce que ça sert à rien de se mettre trop stress. Je m'en suis mis au départ et quand on veut y arriver, on y arrive, même s'il faut 2 ans de plus, c'est pas grave. Oui. Mieux vaut être bien et prendre son temps, je trouve. Oui, puis après, c'est toujours la pression qu'on se met à soi-même, en fait, au final. On est souvent le pire juge par rapport à nous-mêmes. Mais on peut pas tout faire, on peut pas y être maman et en même temps... c'était l'horreur de tout faire. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est de prendre son temps. Oui, puis après, tu vois, quand on devient maman, d'un enfant à l'autre, ce que tu expliquais, entre Ève, qui était un bébé compliqué, Isaac plus simple, moi je vois exactement la même chose, mais l'inverse. Mon aîné qui était le bébé rêvé et notre petite fille, un gros RGO compliqué. C'était ça. Pendant plus d'1 an, pas une nuit, en fait, jusqu'à ce qu'elle commence à se redresser, où là, du coup, ça s'est résorbé. Mais du coup, de toute façon, à chaque fois, quand elle est malade, c'est la nuit. On le sait, si elle dort pas bien, on sait que ça y est, il y a un truc qui va pas. Et en fait, forcément, ça t'impacte toi. Ça impacte ton moral, ta façon de voir les choses. Et du coup, t'as pas d'énergie parce que tu mets déjà tellement d'énergie à essayer de t'occuper de ce petit bébé qui est pas bien et pour lequel, tu peux pas. Il y a des moments, même avec les médicaments, tu peux pas forcément le soulager. Donc du coup, t'es assez démuni. Et puis, les médecins, ils sont gentils, mais c'est. Des fois, ils sont pas toujours hyper compréhensifs par rapport à pas la détresse des parents, mais si tu vois de toi en tant que parent, tu sais pas quoi faire, t'as l'impression que t'es pas un bon parent parce que tu sais pas aider ton enfant à aller mieux. Et je trouve que c'est pas évident, quoi. Ah non, mais de toute façon, on ne naît pas parent. Moi, avant d'être maman, j'avais beaucoup de certitudes, Ouais, c'est ça. Après, ça a un petit peu changé. Après, t'as des enfants, en fait. T'as plus des certitudes, t'as des enfants. Mais non, par contre, je sais pas, je me dis, est-ce qu'à refaire, je referai ce parcours en ayant les enfants si petits? Je pense pas. Je pense qu'il aurait fallu me calmer, mais que j'en étais incapable parce que ça me faisait penser à autre chose, en fait. Bah oui, tu sortais du truc, quoi. C'est ce qui m'a un peu sorti de la maternité compliquée et qui, du coup, j'ai lancé. Mais maintenant, je prends mon temps. Voilà. Je suis beaucoup plus cool. Ouais, t'avances à ton rythme et puis tu t'imposes pas trop de choses, quoi. Non. Et c'est ce que je disais. Moi, je suis pas du tout, par exemple, à vendre des produits que je n'ai pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le commerce qui font ça, qui vont vendre des unités non cousues. Moi, c'est pas ça. Moi, après, s'il est pas cousu et que je sais que j'ai vraiment le temps, je vais le faire. Mais souvent, tout est pris en avance, en fait. J'essaie vraiment que ce soit expédié rapidement. Qu'il n'y ait pas un mois de délai comme certaines personnes. Après, on fonctionne tous différemment. C'est comme ça. Oui, puis après, il y a des périodes où des personnes, selon le développement de leur activité, vont faire différemment aussi. C'est ça. Et du coup, tu disais, tu voulais partir plus sur le volet déco ? Ah ouais, en fait, ça me fait vibrer depuis des années. En fait, on a une maison bourgeoise à l'époque. C'est ce qui m'a vraiment lancée dans la Chine. J'avais envie de bien la décorer.
Et je suis tombée amoureuse de la déco à ce moment-là. Et maintenant, ça me trotte totalement depuis 1 an dans la tête. Je pense que je suis faite pour ça. Mais que moi, que la déco pour enfants, les chambres d'enfants. Après, c'est encore un volet que je n'ai pas. J'ai jamais fait les études, j'y connais rien à part ma patte. Mais c'est vrai que dessiner, par exemple, un plan, je sais pas le faire, mais ça s'apprend tout ça. Donc je pars là-dedans, je sais pas encore quelle formule je vais proposer. Parce que clairement, je peux pas tapisser ou peindre ou j'ai pas les compétences. Oui. Mais je vais amener les parents à définir un univers avec eux. Et moi, je connais tellement de marques de papier peint. Ça fait des années que je baigne dedans. J'ai plein d'idées. Mais il va falloir réussir à poser tout ça sur le papier et voir comment on peut faire pour amener en fait mon univers chez eux. Et je me dis, en fait, c'est la carte complète. Parce que jusque-là, je faisais de la brocante et en même temps de la couture. Et là, je peux ramener un produit complet chez eux. Et là, je trouve ça génial. Oui, carrément. Et après, si je peux partir que là-dessus, ce sera que là-dessus. Les chambres des petits. Bien sûr, en ayant un univers qui soit chiné, plein de pièces, plein de subtilités. Les couleurs sur les murs, j'ai aussi plein d'adresses. Ouais, être plus dans l'accompagnement finalement des parents oui. Pour avoir un univers qui leur plaise pour leurs enfants. Quoi. Ah ouais. Et qui soit à la fois apaisant, un petit peu vintage, qui ait une patte, une âme, que ça dégage quelque chose en fait qu'on voit pas. C'est pas la chambre de Monsieur Tout le Monde. Et en même temps, il est bien avec du beau textile, du beau mobilier. Ah non, ça me fait vraiment vibrer et je sais que je vais aller là-dedans. Mais je sais pas trop quand, parce que ça fait déjà 1 an que j'y pense. J'ai découpé pas mal mon offre, mais il faut que je me lance. Faut que je me lance, et c'est dur de se lancer quand on sait pas faire, qu'on n'a pas les capacités techniques. Oui. Mais bon, je savais pas coudre, donc. Voilà. Il n'y a plus qu'à sauter dans le grand bain, du coup. C'est ça. J'ai déjà une demande, alors j'étais fière. Oui, voilà. Et donc, quand tu t'es lancée, au début, quelque part, créer sa société, il y a aussi tout un volet administratif. Et ça, comment toi, tu l'as vécu, cette partie-là ? Alors moi, l'administratif, comme beaucoup de personnes, c'est pas du tout mon truc. Oui. Mais pas du tout. Mais il faut gérer parce qu'on ne peut pas se laisser engloutir. C'est trop important d'être à jour dans sa comptabilité. Il faut. Donc, moi, le statut, c'est auto-entreprise. Donc, c'est bien, c'est simplifié. Oui. Ça me va très bien. Mais il faut faire les choses. Bien classer les factures, tout. C'est important de le faire au jour le jour. Oui. L'idée que ça arrive, pas laisser traîner les choses. Non, vraiment pas. Mais on déteste. Peut-être pas tous, mais. Ou en tout cas, c'est une catastrophe. J'ai horreur de ça. Mais je le fais, je me force. J'ai pas le choix. Et puis, une fois que c'est fait, on est heureux. On est à jour, on est bien, tout roule. Oui, c'est vrai que c'est une partie qui est un peu rébarbative. Même pas un peu, qui est rébarbative. Voilà. Je connais pas grand monde qui me dit je suis passionnée. Peut-être là, excepté les comptables, peut-être, mais... Mais moi, j'avais eu 2 à l'ISEG en comptable. Bon. Mais je m'en sors haut la main. Franchement, je fais bien les choses. J'ai mes petits dossiers, je classe. Non, mon mari, il classe aussi. Il est très fort là-dedans. Il m'a aidé. Mais non, il faut le faire. Il y a pas, on déteste. Et puis, c'est beaucoup de temps de perdu. Là, j'ai encore perdu une journée avant-hier à faire que de la compta, bien ranger mes trucs. Ouais. Mais pas le choix. Pas le choix. C'est pas que vendre. Il y a toute cette partie qu'on ne voit pas, mais trop importante. Et je repensais aussi, tu vois, sur les tissus que tu as, genre pour les nids d'ange, même de façon plus générale. Où est-ce que tu les trouves ? Comment tu les sources, tes tissus ? Je les ai eus par une entreprise du Nord qui est basée vraiment pas très loin. Ouais. Et en fait, j'achète que chez eux tout le temps. Parce que c'est facile. Et en fait, c'est vraiment au coup de cœur. Pour le coup, les fleurs, ça plaît depuis des années. C'est pas difficile, mais je fais pas des grosses recherches de sourcing de matière parce qu'au final, je trouve que je reste classique dans mes choix. Ouais. Bon, à part le feuillage, il y a quelques petits trucs de temps à autre. Ou je vais chez Toto aussi, j'aime bien les fouiller. Oui, des fois, il y a des petites pépites. Mais c'est vrai que j'achète moi, je fais surtout des mini-collections. Des mini-collections de tissus parce que je me suis rendu compte qu'avoir 20 mètres à mon échelle, ça sert pas forcément à grand-chose. Donc les rouleaux classiques, je vais les prendre chez mon fournisseur qui est pas loin, là, à Saint-André. Et j'achète mes basiques là-bas. Et tout ce qui est un petit peu différent,
je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire avec, combien je prends de mètres. Mais c'est vrai que cette année, je me suis pas laissée... J'ai fait très attention à mes dépenses, vu que ça allait pas bien. Oui. Et je sais que chaque tissu que j'achète, je réfléchis 1000 fois avant. Et je prends de la petite quantité. Comme ça, je suis sûre de faire un produit en quantité limitée. C'est un peu du luxe pour le client. Je trouve ça chouette pour lui. Et oui, quand tu sais que t'as pas 100 personnes qui ont la même chose que toi. Ah bah non. Quoi. Les nids d'ange, par exemple, il y en a, je crois, 5 de chaque tissu. Mais c'est ce que j'aime. Après, en fait, je me lasse des tissus aussi et j'aime bien changer et varier souvent. Donc, en fait, je peux pas avoir des grosses quantités. Non, j'achète des petites. Et je me demandais, tu vois, quel regard ils ont tes enfants sur ce que tu fais? Mes enfants adorent. Ouais. Alors, ils savent pas me définir, mais ça me va bien comme ça. Je sais que Eve, elle rêve de faire ça plus tard. Souvent, je la vois, elle met... là, ce matin, elle avait, par exemple, une sorte de chapeau sur la tête qui était en fait un apron crochet qu'elle a eu dans mon atelier. Ils vont souvent se servir, en fait. Et puis, ils jouent avec absolument tout, sauf quand je cache. Et je pense que eux, ça leur met des étoiles dans les yeux, en fait. Ils trouvent ça chouette comme métier. Ouais, c'est marrant. Ouais. Oui. Et Eve est très sensible. Isaac veut déjà apprendre à coudre, par exemple. C'est rigolo. Et je pense que ça leur plaît, que c'est un métier qui leur semble cool. Ouais. Oui, ils se disent, tiens, c'est intéressant. Mais ils comprennent. C'est pas tous les métiers de tous les parents. Non. Et puis souvent, ils viennent à la poste avec moi, par exemple, si j'ai pas fait un dépôt de colis le vendredi avant l'école, vu que je les cherchais tous les jours. Ils viennent avec moi et même parfois ils me réclament. Il n'y a pas poste aujourd'hui. Je fais non, on peut sortir à la poste. Ils portent les colis. Enfin, c'est vrai qu'ils sont impliqués dans tout ce que je fais. Ils essaient les produits tout le temps. C'est des bêta-testeurs en fait. Ouais, c'est ça. Et ils sont tout le temps là, j'avoue. Et je pense que Eve, ça l'a fait rêver. Vraiment rêver. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est cool. Et du coup, ton conjoint, il est aussi à tes côtés. Parce que du coup, c'est vrai que quand tu es dans ce volet entrepreneur, le volume de temps nécessaire, et puis après aussi l'investissement que ça demande, c'est pas toujours évident, quel que soit en fait ce que fait la personne avec qui tu vis, quel que soit son métier. Enfin, c'est tout ça. Souvent, c'est rare. Enfin, ça arrive, mais qu'il y ait des deux couples d'entrepreneurs. Souvent, il y en a un qui fait un métier, on va dire, plus classique, parce qu'il faut assurer aussi on va dire, ce qui rentre tous les jours pour la vie de la famille, et l'autre qui est plutôt sur la partie création. Et donc, ton conjoint, comment lui, il vit tout ça? Alors, au départ, ça a été très compliqué parce que il est médecin et il voulait pas que je travaille. Donc, en fait, il voulait que je m'occupe que du bébé, que d'Ève. Donc pendant des années, en fait, non seulement c'était dur de créer une entreprise, mais c'était aussi de revendiquer le fait que je voulais travailler. D'accord. Bon, je pense qu'au bout d'un moment, il a vraiment lâché l'affaire. Il a compris que moi, de toute façon, quand je vais dans une direction, on peut pas me faire changer d'avis, à moins vraiment qu'il y ait des arguments incroyables, bien sûr. Donc il a lâché prise, il m'a laissé faire, j'ai créé mon entreprise. Et il m'a aidé, en fait. Il m'a beaucoup aidé sur son temps libre, surtout pour les restaurations des berceaux. Bon, d'ailleurs, lui, le vintage, je ne veux plus en entendre parler, sauf dans notre maison, on n'a que ça. Mais en fait, je l'ai tellement investi. Il y avait une vis par-ci, un clou par-là. Et en fait, je l'ai souvent sollicité. Donc maintenant, je fais attention. Ce que je chine, c'est vraiment des pièces où il n'y a plus rien à faire. Parce que je ne peux pas dire le contraire. Franchement, il m'a beaucoup aidé après coup. Oui. J'ai un petit peu abusé parfois. Après, des fois, quand tu es en phase de lancement, de développement, c'est ça. Tu veux mettre toute ton énergie dedans, en fait. Et du coup, ça aspire tout le monde autour. Ah oui, mais je sais, mais ça, j'ai réussi à canaliser en fait cette énergie qui était débordante au départ parce qu'on ne voulait pas vraiment me laisser faire. Et maintenant, je sais que le soir, je vais plus parler de ça. Je sais que mes clients, en fait, je raconte pas vraiment mes ventes. Enfin, parce qu'il a aussi sa charge à lui. Et puis, c'est marrant ce que tu disais sur la stabilité, parce que c'est ce que j'ai toujours dit, en fait. Que quand on se lance, c'est vrai qu'il faut une stabilité à côté. Parce qu'on ne peut pas tout mettre sur l'entreprise et se dire ça va cartonner, et puis ça se trouve, c'est un flop. Enfin, il faut une stabilité. C'est trop important pour être zen. Et même, tu vois, par exemple, tes parents, toi, t'as fait Yeseg. Est-ce qu'ils ont été surpris, tu vois, de la direction que tu as prise?
Alors, mon papa, je ne sais pas trop, mais en fait, quand j'ai fait une école de commerce, il m'avait toujours dit, Lila, c'est pas fait pour toi. L'école de commerce, je t'y vois pas. J'ai fait une classe prépa d'abord, à Lille. Et effectivement, la classe prépa, c'était trop droit. Enfin, moi, je suis créative, j'ai besoin que... Enfin, voilà, les choses trop droites, j'ai beaucoup de mal. Et je pense qu'il est très fier parce que quand je lui dis que ça va pas, que c'est dur, que j'ai parfois envie d'arrêter, de lâcher, il me remontera toujours. Alors que mon papa, c'est pas quelqu'un qui forcément encourage. Et je pense qu'il est fier de ce que j'ai fait, même s'il le dit pas vraiment. Et ma maman, elle m'a toujours aidée. Donc dès qu'il y avait un berceau à l'échiner, elle y allait, elle achetait des berceaux avec moi, elle a toujours été à fond, un super soutien sur le terrain. Et puis maintenant, je chine moins, donc je veux aussi arriver dans la modernité avec ma pâte. Oui. Ça, c'est encore un autre volet, mais donc voilà, les dernières pièces que j'ai, c'est chouette, mais je fais plus des kilomètres et des kilomètres où envoyer ma mère au fin fond de la Normandie pour trouver la pépite. Ouais. Donc non. Non, ça c'est fini. Mais non, je pense qu'il ne s'attendait pas à ça, et en même temps, je pense qu'il ne me voyait pas non plus dans un bureau parce que j'ai un franc-parler, parce que je taquine tout le temps, la hiérarchie, je fais des blagues. Et du coup, je pense qu'il ne me voyait pas non plus dans un bureau. Donc je pense qu'en fait, ça me va bien. D'accord. Et attends, je regarde un peu le chrono, ouais, tu vois. On est carrément après c'est 44 minutes. Déjà donc, ouais. Je pensais que j'aurais rien à raconter. Oh, ouais, tu vois. Comme quoi. Tu vois, mais si, il y a plein de choses et c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que se lancer seul, démarrer son activité, c'est vrai que c'est un sujet, j'en avais pas trop parlé au début du podcast. Pendant les 2 premières saisons, j'avais plutôt des entrepreneurs, on va dire, qui ont des entreprises où du coup il y a des salariés, assez rapidement, etc. Et là, sur cette 3e saison, en fait, je suis plutôt sur des profils comme toi, ou des personnes qui ont une envie, une idée, et qui se disent, bon allez, j'y crois, je vais me lancer, au pire, j'aurais vécu quelque chose, quoi. Tu vois, j'aurais une expérience, et souvent, ils ont quasiment tous fait des écoles de commerce, en fait. Oui Ouais, beaucoup, et... c'est rigolo. Ou équivalent, tu vois, et en fait ils font pas du tout de trucs de marketing ou je sais pas quoi, et ils sont plutôt fidèles à ce que eux ils avaient vraiment envie de faire au fond. C'est bien. Mais c'est marrant parce que moi, dans mes clientes, ça me fait penser, j'ai croisé des anciennes de ma promo qui m'ont dit, en fait, Lila, on te suit depuis des années, nous on bosse dans tel gros groupe. Et en fait, mais moi, à l'IESEG, ils avaient fait des tests de personnalité. J'étais la seule de l'école à avoir cette catégorie-là. Et en fait, ils m'ont toujours dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Et je leur ai répondu, mais je ne sais pas. Mais au moins, tu ne fermes pas de porte. Enfin, tu vois, t'es généraliste. C'est ça. T'apprends quand même 2-3 trucs qui peuvent être utiles. Ah bah oui, ne serait-ce la rigueur. La rigueur, l'envie d'aller plus haut. Moi, ça, l'IESEG, je leur dois beaucoup. Ouais. Donc, non, je regrette pas mon parcours. Après, jamais j'aurais cru que... J'aurais fait ce que j'ai fait, mais pas du tout. Et en fait, j'adore. Donc, ouais, c'est cool. Et du coup, tu vois, ça rejoint un petit peu comme on approche de la fin. Souvent, je pose 3 petites questions pour un peu faire le bilan de la conversation. Et on parle beaucoup d'étoiles polaires. Tu sais, en ce moment, il y a pas mal d'émissions, d'échanges là-dessus, sur le fait d'avoir quelque chose qui nous guide, qui est fort pour nous dans notre vie. Et donc, pour toi... c'est quoi ce qui te guide dans la vie ? Je pense que c'est la maternité. C'est celle que j'ai au départ complètement évitée. Et en fait, c'est pour eux et grâce à eux que je fais tout ça. En fait, parce que je me dis même plus tard, peut-être qu'Ève, elle voudra reprendre. Peut-être que je pourrais lui transmettre ce que j'ai créé. Et pour moi, c'est eux qui me guident totalement. Totalement. De toute façon, avant et après eux, ça a changé... ma vision, ça a déclenché ma créativité, ça a propulsé, et c'est eux. D'accord. C'est eux. Finalement, tes enfants, en fait. Le fait d'être maman... Ah oui, totalement. Okay. Mais je l'aurais pas cru. Pour moi, au départ, c'était un frein. C'était... on allait à la poste, j'étais avec la poussette. Je mettais... Isaac, il avait parfois des petits colis qui devaient tenir... il avait 1 an, enfin... Mais ça a été une aventure, quoi, une aventure presque familiale, au final. Oui. Et non, pour moi, tout ça, c'est eux. C'est eux qui me guident, et c'est eux... dès que je sors quelque chose, déjà, je le vois dans leur regard. Est-ce que ça va plaire ou pas ?
Oui. Donc je dispose ce que je crée, ils rentrent de l'école et s'ils sautent dessus, je sais que c'est bon. Tu sais que ça va. C'est eux, ouais, c'est grâce à eux. Et après, tu vois, moi, je lis beaucoup. C'est ma déformation d'ancienne élève de classe prépa littéraire, tu vois. C'est vraiment... j'ai toujours lu énormément. Et je suis toujours preneuse des conseils, tu vois. Si tu avais un livre à conseiller... Ou alors après, si toi tu lis pas forcément, moi je regarde aussi beaucoup de séries. Voilà, j'avoue que j'ai c'est mon vice là pour les séries. Mais le souci, c'est que moi, ce que je lis et ce que j'adore, c'est des thrillers. Ça mais n'a c'est rien bien, à voir. attends. Et du coup, je sais moi pas j'adore trop. en fait les romans policiers, les thrillers et tout. C'est très très prenant quand tu commences. C'est quelque chose, quoi. C'est Allez, tiens, si t'en avais un à recommander, un que t'as. c'est dur là. Il me faut un peu de temps de réflexion, je ne sais pas. Bah, ça n'a rien à voir. Mais là, par exemple, j'ai suivi la vie de Lady Gaga. Ouais. Et ça m'a totalement passionnée. Et ça, je le recommande parce qu'on ne penserait pas, pour moi à l'époque, c'était vraiment pas du tout une artiste qui me parlait. Et en fait, quand on regarde sa vie de près, mais c'est quelque chose à voir, sa personne, la souffrance qu'elle s'inflige, vraiment, d'aller plus loin. Et ça m'a même fait pleurer, en fait, son émission. D'accord. C'est actuellement, je crois, sur Netflix ou Canal, je sais plus. Ah oui, c'est ça que j'avais vu. En ce moment, il y a plusieurs documentaires sur des chanteurs, des chanteuses. Et ça, tout, mais vraiment, pour le coup, je l'ai regardé par hasard et on apprend beaucoup aussi, mine de rien, des personnes qui, des stars, des chanteurs. Ça m'a bien plu. D'accord, ok, cool. Et puis, est-ce que tu as quelqu'un à me recommander pour le podcast, une personne que tu aimerais bien entendre à mon micro? Ah oui, alors moi j'aimerais bien entendre Marie-Louisette. Donc c'est Clémence qui a été ma première cliente. D'accord. Comme ça la boucle, elle sera bouclée. Et puis elle fait des choses incroyables près de Lille. Et j'adore ce qu'elle fait. Je suis cliente aussi chez elle du coup. Ok, je vais la contacter. Ouais, du coup. Marie-Louisette. Super. Merci beaucoup. En tout cas, merci Lila. À toi, c'est mon premier podcast. Je suis trop fière, je suis trop honorée. Mais merci tellement. Je suis ravie. Écoute, je t'en prie. J'étais contente de te recevoir, d'échanger avec toi. Ouais, c'était chouette. Merci beaucoup, Lila. Merci à toi, Claire. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous appréciez ce travail, partagez le podcast autour de vous, abonnez 2 personnes de votre entourage et dites-le moi sur Apple Podcast. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.